La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Cette phrase a tellement de sens. Tant de haine qui va finalement mener à tant de souffrance. Dans l'affaire que nous allons découvrir, le protagoniste va prendre un chemin des plus sombres qui vont littéralement changer sa vie à jamais. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, une très belle rencontre sur YouTube. Une femme incroyable que j'ai nommée Boucassine. Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors moi c'est Boucassine et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec Mohamed pour vous faire un bon gros sujet, une vidéo très longue. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content de l'avoir ici, parce que je peux vous le dire, elle est aussi barjo que moi. Alors si moi j'adore la bouffe, alors elle, je vous dis pas, on est des gros gourmands. La recette est simple, 2DZ, gourmand et fourbe. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas avec le temps, on vous réserve plein de surprises. Bref, vous savez quoi, avant de commencer, qui dit invité spécial, moi j'ai envie d'avoir un peu de croustillant ici. Boucassine, on voudrait savoir un truc sur toi qu'on ne connaît pas. Vas-y, surprends-nous. Alors, quelque chose de surprenant me concernant, il y en a pas mal, mais on va dire que peut-être que le truc le plus surprenant, c'est que j'ai vécu dans un couvent en Italie quand j'étais plus jeune et c'est l'une des plus belles expériences de ma vie, vraiment. Les nonnes étaient incroyables. J'avais ma tutrice Suore Domenica que j'aimais éperdument. J'étais folle dingue d'elle. Et pour vous dire, cette expérience a tellement été incroyable qu'à la fin, je voulais m'installer au couvent avec elle. En plus, ça les dérangeait pas que je suis musulmane. Elles m'ont dit non, c'est pas un problème. Et à la fin, ça s'est pas fait parce que j'avais d'autres obligations ailleurs, figurez-vous. Mais ouais, ça a été vraiment la plus belle expérience de ma vie. Et en plus, en Italie. On est dans le thème. Et toi, Mohamed, peux-tu nous donner un fait surprenant te concernant, en dehors du fait que tu crames les marmitas des gens quand tu veux à skip faire des lasagnes? Alors déjà, merci pour ta petite histoire. J'avoue que c'est très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et quant à moi, qu'est-ce que je peux dire? Un truc que vous ne savez pas, un truc qui surprend à chaque fois que je le dis. Bon, ça va être très simple, moi ça va être physique. Je mesure 1m87, oui, 1m87 pour 110 kilos. Oui, je suis un gros. Oui, je suis gourmand. Ne m'insultez pas dans les commentaires. En ce moment, je suis en train d'essayer de sécher un petit peu. Objectif, descendre sous la barre des 100 kilos. Et pour certains, quand j'y pense, quand vous allez me voir pour la première fois, vous allez avoir peur. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis un maigrichon. Parce que vous me voyez là, à partir du torse, mais pas du tout. Je suis un gourmet. Et comme je le dis bien souvent, vivons gros, vivons heureux, bordel. Bref, j'arrête de me dissiper, maintenant on va se concentrer sur le vif du sujet. Sans plus attendre, éteignez votre lumière pour plus de sensations, installez-vous bien et laissez-vous emporter par nos voix. On en a vu des criminels en tout genre, mais celui qu'on va découvrir, son parcours, sa vie, tout ce qu'il a pu faire est inimaginable. Aujourd'hui, je suis très content de partager ce petit moment avec toi, mon ami Boucassine. Sur ce, les gars, direction l'Italie pour parler d'un homme qui aura marqué le pays. Avec Mogota, on vous propose de revivre le parcours de Roberto Succo et vous allez voir que c'est une histoire de folie, c'est très long, ça a demandé pas mal de recherches et beaucoup de travail pour essayer de vous faire vivre au maximum son parcours. Dans un premier temps, on vous propose de faire un focus sur la jeunesse de Roberto et d'en savoir un peu plus sur qui il était. Ça nous permettra de peut-être comprendre comment il en est arrivé là. Roberto Succo est né le 3 avril 1962 à Mestre, en Italie. Il est le fils unique de Marissa et Nazario Succo. Bien qu'il soit policier, son père Nazario est un homme doux et très effacé. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'informations sur sa relation avec son fils, mais on peut tout de même déduire que c'est un père aimant. À la maison, c'est la femme qui fait la loi. Marissa est très autoritaire. De son côté, son amour pour son fils prend parfois des tournants un peu extrêmes. Ils vivent dans le quartier populaire de Mestre, à Venise, au premier étage d'un petit immeuble au coin d'une rue. Dans sa jeunesse, Roberto est couvé à l'excès par ses parents. Il est toujours avec eux et n'a pas d'amis. Une voisine ira jusqu'à dire la phrase suivante. Ils lui voulaient tellement de bien qu'ils avaient peur de l'air qu'il respirait. À l'adolescence, il entre au lycée
Étant donné son enfance isolée, Roberto est un jeune homme très timide et réservé. D'après des camarades de classe, il ne parlait à personne et essayait toujours de rester à l'écart des autres. Il n'a jamais participé à une fête. Et je dois vous dire que c'est plutôt très triste de voir ça. À la maison, les choses ne vont pas si bien. Roberto est un élève moyen, ce qui déplaît fortement à sa mère. Cette dernière attend beaucoup de lui et est persuadée qu'il pourrait être un génie s'il faisait un peu d'effort. Jusque-là, je pense qu'on peut dire que beaucoup de parents sont comme ça avec leurs enfants. Mais chez Marissa, ce n'est pas tant la réussite de son fils qui l'intéresse que l'image qu'il renvoie d'elle. Derrière les murs de son appartement, Marissa ne traite pas bien son fils. Elle veut qu'il soit le premier en tout et ne supporte pas d'être déçue. En parallèle à l'extérieur, elle parle de son fils comme du génie qu'elle voudrait qu'il soit, et en rajoute beaucoup sur ses capacités. Imaginez un peu ici comment ça devait être terrible pour un adolescent de subir tout ça. Il est mis face à une version idéalisée de lui-même qu'il ne pourra sûrement jamais surpasser. Là, on voit une mère qui voulait absolument vivre par procuration. Et je peux vous le dire, faire ça ne donne jamais rien de bon. Résultat, la relation de Roberto avec sa mère, qu'il appelle d'ailleurs par son prénom, est très instable. La relation était complètement passionnelle. Roberto est capable de prendre sa mère dans ses bras, puis de la repousser dans la même seconde. Parfois, pour calmer sa mère, il lui dit la chose suivante. « Un jour, tu me verras sur la première page des journaux. » Et petit spoiler, il fera la page des journaux. Mais pas pour les bonnes raisons. Bref, vous saurez pourquoi plus tard dans la vidéo. Marissa est très contrôlante. Son fils doit rendre des comptes de ses moindres faits et gestes. Mais Roberto est un adolescent. Il lui arrive de se rebeller. Ils en viennent alors aux mains. Et c'est Roberto qui subit le plus. Le proviseur de son lycée confie une anecdote. Un matin, il est arrivé à l'école griffé de partout. Tout le monde lui a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal ?» Il a dit qu'il était tombé de son scooter. Nous avons ensuite appris la vérité. C'était sa mère qui l'avait battu et griffé. Inutile de vous dire qu'avec cette éducation, Roberto ne se sent pas bien. Et probablement pour pallier à ce mal-être, il se met à faire du sport à l'extrême, parfois jusqu'à l'épuisement. Il se muscle et prend en assurance. Mais les dégâts sur son mental sont déjà très importants. Il va lire beaucoup, surtout Shakespeare et Nietzsche. Mais plus inquiétant, il développe le culte du surhomme et dessine des croix gammées sur ses cahiers. Peut-être qu'il était en train de croire qu'il était vraiment cet être parfait que sa mère avait décrit aux voisins. Résultat, Roberto se sent rapidement au-dessus de tout. Une voisine se rappelle qu'il partait à l'école avec un couteau et tuait tous les petits animaux qu'il voyait. Et ensuite, il lui arrivait de les disséquer. Déjà, ça commence très mal. Quand tu vois ça, tu te dis que ça sent extrêmement mauvais. Et ce qui est flippant ici, c'est que cette caractéristique est très connue de l'enfance des tueurs en série. Pour expliquer ce loisir, il dira à un camarade qu'il voulait comprendre le mécanisme du corps humain. Il disait qu'il y avait de l'électricité dans chaque corps et qu'il veut en trouver la source. Il voulait comprendre comment elle se transmet aux organes. Il espérait trouver la réponse à ces questions à travers ses expériences sur les animaux. Roberto est excessif et ses passions peuvent rapidement devenir une obsession. À 18 ans, il passe le permis de conduire et se prend de passion pour l'Alpha Sud de son père. Son père le laisse l'emprunter, preuve d'une confiance plutôt élevée selon moi. Moi je me rappelle que quand j'avais 18 ans, mon père me laissait pas trop prendre sa voiture. Ils ont un peu du mal les parents avec les voitures. Laisser son petit bijou à son enfant, c'est que tu lui fais confiance. Ça, c'est sûr. Rapidement, la voiture devient l'objet de tous ses soins et il ne laisse personne la toucher. Il va à l'école avec, il va la garer à l'écart des véhicules des autres élèves. Et ensuite il s'installe en classe, près d'une fenêtre, pour pouvoir la surveiller. Un jour, pour le punir, Marissa prive son fils de sa voiture adorée. Mais ici, Roberto est de moins en moins obéissant. S'il ne confronte pas directement sa mère, il n'hésite pas à sauter d'une fenêtre de l'appartement pour prendre la voiture en douce. Hormis sa relation toxique avec sa mère et sa passion pour le meurtre d'animaux, rien ne différencie encore Roberto d'un adolescent en crise. Une anecdote cependant inquiétera ses professeurs. Roberto, toujours aussi solitaire, est pris de crise de claustrophobie. Un jour, des camarades le coincent dans un coin pour le disputer. Robert parvient à monter sur le rebord d'une fenêtre et menace de sauter. Un professeur devra user de toute sa patience pour parvenir à le faire descendre. Ici, on a un Roberto à la fois fragile et imprévisible. On ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller. Mais justement, un jour il va finir par le montrer et il va franchir un point de non-retour.
On est le 9 avril 1981. Roberto a fêté ses 19 ans 5 jours auparavant. Il est seul avec sa mère dans l'appartement, son père n'est pas encore rentré du travail. Et là, une dispute éclate au sujet de cours qu'il aurait séchés. Et la querelle devient rapidement disproportionnée. Roberto prend un couteau de cuisine et il dit à sa mère « Je me tue ». Alors ça, c'est une menace qu'il faisait souvent lorsque quelqu'un lui refusait quelque chose. Il esquisse le geste, là sa mère lui attrape le bras pour l'arrêter et Roberto explique que sa main s'est comme détachée de lui, comme si elle avait sa propre volonté. Soudain, il retourne le couteau contre sa mère et il la poignarde à de nombreuses reprises. Celle-ci est probablement encore en vie lorsqu'il la traîne jusqu'à la salle de bain. Il la met dans la baignoire, visage vers le bas et il fait couler l'eau. Il attend ensuite le retour de son père, il l'attaque par surprise à coups de hachette, puis il dépose le corps de son père dans la baignoire, par-dessus celui de sa mère. Une fois qu'il a fait ça, il prend la voiture de son père et il part, et il n'a jamais dit où. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'avait aucun ami, il n'avait pas non plus de petite copine, donc le mystère reste entier. Le lendemain, soit le 10 avril 1981, c'est un vendredi, les volets de l'appartement des Soucos restent fermés. Et ça étonne les voisins. Marisa, c'est une femme qui est très matinale, et elle est également connue pour être la première à arroser les fleurs de son balcon. Mais après tout, la famille peut très bien avoir eu une urgence dans la soirée. Ils seront probablement bientôt de retour. Au commissariat de Venise, là où travaille le père de Roberto, ses collègues s'inquiètent rapidement. Nazario n'est pas arrivé au travail et il n'a prévenu personne. Et c'est pas du tout le genre de cet homme. Deux policiers décident d'aller sonner chez lui pour vérifier. Ils arrivent sur place en fin de matinée, ils frappent. Pas de réponse. Et comme les voisins, ils se disent que les Soucos ont peut-être eu un imprévu et Nazario aurait oublié de prévenir le travail, ce qui peut arriver. Ils décident alors de laisser un mot sur la porte, dans l'espoir que leurs collègues les recontactent rapidement. 11 avril, donc le lendemain, Nazario ne se présente toujours pas au travail et personne n'a eu de nouvelles de lui. Et cette fois, pris d'une mauvaise intuition, les policiers retournent à l'appartement des Soucos avec l'idée d'enfoncer la porte. Là, une voisine les arrête, elle connaît bien la famille et elle sait que les Soucos ont dépensé beaucoup d'argent dans leur maison, donc ils seront pas contents s'ils reviennent et qu'ils voient leur porte défoncée. Mais les policiers insistent, ils sentent bien que quelque chose n'est pas normal. La voisine leur conseille alors de passer par le balcon et d'entrer ensuite par la porte de la cuisine. Les policiers acceptent, ils entrent dans l'appartement du premier étage et rapidement, ils découvrent Marisa et Nazario qui gisent l'un sur l'autre dans une baignoire remplie de sang. À ce moment-là, les policiers sont complètement chamboulés. C'est une véritable scène d'horreur. Et lorsqu'ils sortent de l'appartement, on va dire que tout de suite, ils soupçonnent le fils des Soucos, parce qu'il a mystérieusement disparu. Et la voisine qui les attendait à l'extérieur les entend, et elle y croit pas. Eux sont en train de parler des deux corps qu'ils viennent de découvrir. Elle est complètement choquée. Elle connaît Roberto depuis sa naissance, et quand elle entend les policiers dire qu'ils soupçonnent Roberto, elle y croit pas. Il n'est pas capable d'un geste aussi fou. C'est quelqu'un de gentil, qui a toujours été très souriant avec son voisinage, donc pour elle, c'est impossible. Et pour en avoir le cœur net, ce qu'elle fait, c'est qu'elle leur dit de se rendre dans le garage des Soucos. Ils forcent la porte du garage et là, ils découvrent que l'endroit est vide. La voiture a disparu. L'amour de Roberto pour ce véhicule est si bien connu dans le quartier que la voisine se rend à l'évidence. C'est très probablement Roberto qui a tué ses parents. Des renforts arrivent rapidement sur place, l'appartement est fouillé et l'analyse des lieux confirme rapidement l'intuition des policiers. Ils retrouvent des vêtements de Roberto couverts de sang, ainsi que des empreintes sanglantes du jeune homme partout dans l'appartement. Et l'arme de service de Nazario a disparu. Un avis de recherche est lancé dans tout le pays. Le soir même, tandis que la police n'est plus sur place, Roberto retourne tranquillement chez ses parents comme si de rien n'était. Mais une fois qu'il arrive devant la porte, il voit les scellés de la police. Et il comprend que le crime a été découvert. Il s'enfuit rapidement de peur qu'un voisin ne le voie et il a raison. Les voisins du palier, en entendant le bruit et en sachant qu'ils sont à présent seuls à cet étage, l'ont vu à travers le judas de la porte. 2 jours plus tard, grâce à la voiture de son père, Roberto est parvenu jusqu'à la région du Frioul. C'est à plus de 100 km de Mestre et c'est pas très loin de la frontière de ce qui était à l'époque la Yougoslavie. Et bien loin de l'idée qu'il puisse être recherché dans tout le pays, il décide d'aller manger dans une pizzeria. Comme vous pouvez vous en douter, sa photo a déjà massivement été diffusée et il se fait rapidement reconnaître. Les policiers sont prévenus, ils arrivent sur place et ils lui sautent dessus avant même qu'il puisse dégainer l'arme volée à son père. Il se débat comme un diable, il hurle que ce n'est pas lui, qu'il n'a pas tué ses parents, qu'il est un agent secret. Voilà. Alors il est d'abord enfermé à la prison de Venise où il reconnaît finalement le double meurtre. Il dit simplement qu'il voulait s'émanciper et à plusieurs reprises il dit « elle m'empêchait de respirer » en parlant de sa mère. Les policiers le catégorisent rapidement comme malade mental et un événement leur confirme cette idée, c'est qu'à l'annonce de l'enterrement de ses parents, Roberto ne réagit pas. Il demande simplement un verre de lait. Les parents de Roberto Souco ont été enterrés côte à côte, Marisa avait 41 ans et Nazario 53.
Attends, je vais te couper Bocassine parce que là, clairement, on fait face à la naissance d'un monstre. Il va tuer de sang-froid ses propres parents à l'âge de 19 ans. Ce qui me choque ici plus particulièrement, c'est son comportement. Je sais pas, mais si tu commets un meurtre, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de partir le plus loin possible. Lui non, il est là tranquillement, comme si de rien n'était, en train de déguster sa pizza napolitaine. Le mec vient tout juste d'assassiner ses parents, mais il n'en a rien à foutre. C'est là qu'on voit à quel point Roberto n'avait aucune émotion. Il n'avait aucun regret face à l'acte qu'il venait de commettre. Il avait l'air de complètement s'en foutre et de ne pas se rendre compte de la gravité de la situation. Et ouais les gars, que voulez-vous, hein, il y a des gens qui commettent des actes monstrueux et qui ensuite décident d'aller manger une petite pizza. C'est comme ça. Bref, continuons avec la suite des événements. À présent, on est rendu en mai 1981, soit un mois après les meurtres. Afin de savoir si Roberto peut répondre de ses actes devant la justice, il subit une expertise psychologique. 3 psychiatres se penchent sur son cas. Roberto présente tout le tableau clinique de la schizophrénie. Sa personnalité est morcelée. D'ailleurs, Francesco Introna, l'un des psychiatres qui l'a analysé, a témoigné et il a dit que Roberto est une personne étrangère au monde. Il est indifférent et les meurtres de ses parents ne le préoccupent pas. Il n'est pas agité, il est froid, sans aucune affectivité. Il paraît même serein. Et lorsqu'il est interrogé sur ses actes, Roberto dira « Ma mère était un dragon, mon père était la seconde tête. Elle m'empêchait d'avoir ma vie, de vivre librement. Elle m'empêchait de respirer. Ma mère était comme un dragon qui se mettait entre moi et l'extérieur, entre moi et l'intérieur. Elle m'empêchait de grandir. » C'est assez particulier comme déclaration, mais ça montre quand même qu'il a de gros problèmes psychologiques. Et il finit même par laisser entrevoir une certaine préméditation dans ce qu'il a fait. Il voulait partir de chez ses parents, mais selon lui, s'il était parti, ses parents en auraient horriblement souffert. Et si lui était resté, il aurait probablement fini par se suicider, ce qui aurait été encore plus terrible pour ses parents. Donc pour que personne ne souffre, la meilleure solution, c'était de les tuer. Et à aucun moment il n'a imaginé qu'il sera arrêté pour ce crime. Alors, à ce sujet, les psychologues déclarent que ce type de malade est toujours persuadé de passer au-dessus de la loi. Une personne normale qui voudrait, par exemple, braquer une banque saurait que l'entreprise comporte des risques. Mais Roberto est convaincu qu'il y arrivera. Il s'en sortira sans aucun problème. S'il avait pensé un seul instant qu'il serait arrêté, il ne les aurait pas tués. Mais il s'est convaincu que personne n'arriverait à l'arrêter. Le verdict des spécialistes est le suivant. Roberto est un malade mental qui souffre d'une fracture importante de la personnalité. Il ne sent rien, il ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Il souffre de schizophrénie aiguë, ce qui le pousse à adopter une conduite paradoxale et à avoir la capacité de se déconnecter complètement de la réalité. Il est socialement dangereux et une récidive meurtrière est à craindre. Autrement dit, il sera capable de passer à l'acte de nouveau. Mais malgré ça, Roberto Succo est jugé irresponsable pénalement. Il est condamné à l'internement psychiatrique pour une durée de 10 ans. Alors ce genre de peine n'existe pas en France a priori, puisque la durée de l'internement est laissée au jugement des spécialistes. Roberto se retrouve à l'Institut Reggio Emilia, près de Venise. C'est un ancien couvent du XVe siècle qui est alors la demeure de 200 criminels jugés fous. Uniquement des hommes vivant à plusieurs par cellule. Et Roberto est l'un des plus jeunes. Dans un premier temps, il est mis sous tranquillisant, mais les médecins se désintéressent rapidement de lui et ils suspendent même son traitement. Mais Roberto s'en moque, car il ne se considère pas comme un fou. D'après la directrice de l'Institut, Roberto paraît lucide dans le sens qu'il ne montre pas de comportements anormaux ou étranges. Il n'est pas délirant, il démontre une certaine forme d'intelligence. Et l'un des gardiens dira même qu'il voyait Roberto se tenir à l'écart des autres détenus qui eux étaient visiblement instables mentalement. Dans la mesure où il paraît plus sain que les autres détenus et qu'il faut bien l'occuper, Roberto se retrouve en charge des dépenses des détenus et il fait aussi du sport. Et son avocat lui conseille de passer son bac, de reprendre ses études. Roberto prend contact avec le proviseur de son ancien lycée et il lui soumet sa demande. Et à l'automne 1985, Roberto obtient son bac après 4 ans d'internement. Il souhaite alors poursuivre ses études supérieures et aller à l'université. Il demande un régime de semi-liberté. Et là, les psychiatres jugent qu'il reste trop dangereux et qu'il doit rester enfermé. Mais Roberto s'obstine. La direction décide alors de faire fi des recommandations des spécialistes et de lui faire confiance. Roberto rentre donc à l'université de Parme en géologie. Il y va tous les matins. Il rentre tous les soirs à l'institut pour dormir. Et au début, il est accompagné, mais rapidement, on le laisse voyager seul, parce qu'on lui fait confiance. À cette même période, Roberto écrit beaucoup sur lui-même, sur son expérience à l'Institut, et il écrit entre autres en parlant de ses gardiens qu'ils ne savent pas ce qu'il peut leur faire parce qu'il est très fort. Il écrit qu'il pourra en soulever 5 d'entre eux d'une seule main et les écraser, mais il se retient parce qu'il veut redevenir libre.
On est le 15 mai 1986. C'est le soir, c'est peu avant les examens de fin d'année et Roberto ne rentre pas à l'institut. Il a décidé de s'évader. Peu avant, il s'est rendu à la mairie pour se faire une nouvelle carte d'identité et il a retiré de l'institut la somme maximale autorisée, à savoir 100 000 lire, c'est à peu près 51 euros. Le 18 mai 1986, soit 3 jours après son évasion, la police italienne cesse les recherches. Personne ne s'inquiète vraiment, le fugitif est jeune, il n'a pas beaucoup d'argent sur lui, il finira bien par revenir. En réalité, Roberto a déjà traversé la frontière et il commence une nouvelle vie en France, sous une toute nouvelle identité. Et c'est à partir de là qu'il va passer à l'étape suivante et on va la découvrir ensemble. Nous sommes le 3 avril 1987. Le jour se lève à peine sur Tresserve, un petit village au-dessus d'Aix-les-Bains, en Savoie. Depuis quelque temps, un homme rôde autour du village. C'est Roberto. Au détour d'une route, il tombe sur André Castillo. Ce policier de 38 ans se dirige vers sa voiture afin de prendre son service au commissariat auquel il appartient. Roberto s'approche. Alors qu'André vient à peine de s'installer au volant, le criminel ouvre la portière et l'abat de 2 balles dans la gorge à bout portant. Son œuvre accomplie, Roberto s'empare de l'arme de service du policier et disparaît. On est encore le 3 avril 1987, exactement le même jour, à 6 h du matin. Un voisin découvre le policier allongé à côté de sa voiture dans une mare de sang. La portière conducteur est ouverte et le moteur tourne encore. Persuadé qu'un accident de la route vient d'avoir lieu, l'homme appelle les gendarmes. Sur place, les premières constatations des agents ne laissent pas de place au doute. André Castillo a été assassiné. Il constate la disparition de l'arme de service du policier et trouve 2 douilles de 22 longs rifles. Les agents pensent d'abord à une vengeance contre la police en général. Seulement, cette hypothèse est vite abandonnée, car la victime était habillée en vêtements civils. Sans autre indice, les enquêteurs interrogent les habitants du coin. Ces derniers mentionnent bien un homme étrange en treillis, mais les éléments se révèlent insuffisants pour explorer cette piste. 2 jours plus tard, le 5 avril 1987, sur une rocade d'Aix-en-Provence, une voiture percute le terre-plein central sur la route. Un autre automobiliste s'arrête à côté dans l'idée de porter secours à d'éventuels blessés. L'homme baisse sa vitre et lance un « ça va, vous allez bien ?» en direction du véhicule accidenté. Roberto au volant, l'arme à la main, lui répond calmement « Moi ça va, mais si toi tu descends pas de ta voiture, ça va mal aller. » Terrifié et sous la menace, il abandonne son véhicule. Roberto prend la voiture et disparaît. L'automobiliste malchanceux appelle immédiatement la police. Lorsque les agents arrivent sur place, ils ouvrent le coffre de la voiture accidentée et se figent. Alors qu'une série de 5 cambriolages dans des villas longeant le lac d'Annecy ont eu lieu ce matin même, voilà que tous les objets volés réapparaissent dans ce coffre à plus de 350 km. Les policiers procèdent à une fouille complète de la voiture accidentée. Là, la découverte est encore plus édifiante. Dans le véhicule se trouve une boîte de munitions 22 long rifles dont 2 sont manquantes. Le lien avec l'assassinat du policier André Castillo est établi. Mais à ce stade, le criminel reste toujours inconnu. 27 avril 1987, dans la région d'Annecy, un homme appelle la police après avoir déjà contacté les hôpitaux et la famille. Sa fiancée a disparu. Il s'agit de France Vudin, une belle femme brune de 30 ans, de type eurasien. Sa voiture, une Austin, s'est également volatilisée. Et le même jour, sur une petite route de campagne entre Grenoble et Le Gap, vers 22 h, Roberto arrive sur une petite aire de repos de bord de route. Et là, il était dans une Austin grise. Sur le siège passager se trouve une jeune femme brune de type eurasienne. Les policiers penseront qu'il s'agit de France, mais aucune confirmation ne sera faite à ce sujet. Sur l'aire de repos se trouve déjà un taxi. À l'intérieur, son chauffeur, Jean-Marie Ribert. Il prend une pause bien méritée après une longue journée de travail. Pour une raison inconnue, Roberto est d'humeur agressive. Sans raison apparente, il sort de sa voiture avec une arme. Et là, il la braque sur le chauffeur de taxi. Ses propos sont incohérents et le pauvre Jean-Marie ne comprend pas ce qu'il lui veut. Mais ce n'était ni l'argent ni la voiture. En tout cas, ça, c'était au départ. Jean-Marie raconte cet instant comme une rencontre avec un fauve, dont le seul but était de tuer une proie. Roberto finit par dire à Jean-Marie d'ouvrir le coffre et d'entrer dedans. Sous la menace du pistolet, le chauffeur de taxi s'exécute. Roberto referme le coffre.
Quelques minutes passent et finalement Roberto ouvre à nouveau le coffre. Jean-Marie se retrouve une nouvelle fois avec l'arme pointée sur sa tête. Roberto lui ordonne de lui dire où sont les clés du véhicule. Jean-Marie les sort de sa poche et lui donne. C'est alors que Roberto lui demande de lui expliquer comment fonctionne la voiture. Jean-Marie sort du coffre et s'installe au volant en lui montrant comment démarrer. Soudain, Roberto, gêné par les lumières des phares de sa propre voiture, se tourne vers la femme brune et lui hurle de les éteindre. Jean-Marie, voyant une opportunité, appuie sur l'accélérateur tout en se baissant pour éviter les balles qu'on lui tirait dessus. Le chauffeur de taxi vient d'échapper de peu à une mort certaine. Et frustré d'avoir laissé sa proie lui échapper, Roberto reprend le volant de sa voiture. Une heure plus tard, à quelques kilomètres de la première agression, le scénario se répète. Roberto braque puis enlève un jeune médecin de 27 ans, le docteur Michel Astoul. L'Austin de France est abandonné sur les lieux. Nous sommes en fin avril 1987. Le chauffeur de taxi se rend bien évidemment à la police pour leur signaler l'incident. Il ne connaît rien de l'homme qui a tenté de le tuer, mais il a vu son visage. Il est également le seul témoin de la présence d'une femme brune à côté de l'agresseur. Le chauffeur de taxi aide les policiers à produire un portrait robot de Roberto. Ce dernier a un physique agréable, mais il a agi avec une agressivité incroyable. Pour Jean-Marie, il était clair qu'il cherchait l'opportunité de tuer. À travers son regard, on sentait la mort. C'est ce que Jean-Marie va dire. À ce moment, ce fait divers est rapidement classé parmi la longue liste des crimes et agressions commis dans la région sans mobile apparent. 28 avril 1987. Le lendemain, la voiture du docteur est retrouvée tout près de chez France, à Annecy. Devant ce chassé-croisé de véhicules, les policiers pensent d'abord à la fugue de deux amants. Ils décident donc de surveiller les comptes bancaires des deux disparus. Mais rien ne bouge. La théorie la plus évidente s'impose d'elle-même. Ils ont tous les deux été enlevés par le même homme. Les policiers cherchent vainement un mobile, mais rien ne leur permet d'expliquer ces disparitions. Dans son témoignage, le fiancé de France explique que quelques jours auparavant, la jeune femme lui a raconté une étrange rencontre. Elle jardinait quand elle s'est aperçue qu'un jeune homme portant un treillis l'observait de loin. Avec ses bonnes manières, France lui aurait offert un verre d'eau. Les gendarmes regroupent cette histoire d'enlèvement avec d'autres chassés-croisés de voitures volées à Annecy et Toulon. De plus, durant les dernières semaines, plusieurs automobilistes leur ont signalé qu'un homme en treillis avait tenté de leur barrer la route. Une étudiante dira même avoir réussi à s'échapper après avoir été braqué au volant de sa voiture par un homme ressemblant à celui du portrait robot. S'il s'agit du même homme en treillis, il se déplace énormément. Les policiers se mettent donc sur la piste d'un militaire, d'un marin ou d'un légionnaire. 22 mai 1987, il est 1h30 du matin à Crolles, à 17 km de Grenoble. Cécile, une étudiante de 22 ans, quitte son amie et ses enfants pour rejoindre sa sœur chez elle. Roberto surgit brusquement devant elle et lui ordonne de se taire. Il lui colle son arme sur le cou et la force à le conduire à Chambéry. Il est très excité et tendu. Il fouille le sac et les papiers de la jeune femme, qui parvient néanmoins à garder son calme. Après une vingtaine de kilomètres, il lui demande de s'arrêter dans une clairière et de se déshabiller. Cécile lui parle doucement et longuement, histoire de lui faire oublier ses intentions. Elle lui parle de ses études de médecine et il se montre très intéressé. Il lui avoue qu'il s'appelle Paul et l'avoir observé avec son ami toute la soirée. Il dit leur avoir volé 1200 francs. Finalement calmé, il la laisse se rhabiller et lui demande de la ramener à Crolles. Il descend tranquillement de la voiture, mais avant de partir, il lui dit « Si tu parles, tu meurs ». Juin 1987, de nombreux cambriolages à main armée sont signalés dans la région. Un propriétaire sera même grièvement blessé. Une certaine peur s'installe et les gendarmes sont désemparés face à la recrudescence de crimes auxquels ils font désormais face. Le 5 juin, toujours à Crolles, Roberto pénètre dans un petit pavillon. À l'intérieur, Daniel et Georges dorment. Daniel est réveillé par le faisceau d'une lampe provenant de l'extérieur. Pensant que c'est le petit ami de sa fille qui a oublié quelque chose, elle ouvre la porte-fenêtre. Roberto, le visage couvert par un linge que la femme avait mis à étendre, la menace de son arme. Daniel referme rapidement la porte-fenêtre. Roberto tente malgré tout de rentrer. Georges, persuadé qu'il n'a en fait face à lui qu'un faux pistolet, se jette sur l'intrus. Roberto lui tire dans la cuisse et le thorax avant de s'enfuir. Heureusement, Georges survivra à ses blessures. 22 jours plus tard, près d'Aix-les-Bains,
à Puny-Châteauneau, Roberto pénètre dans une maison, probablement dans le but de la cambrioler. Il se fait surprendre par la propriétaire des lieux, Madame Nicole Veillé, ainsi que son fils de 15 ans, Damien. Probablement armé comme il l'est toujours, Roberto parvient à les neutraliser. C'est alors que la situation prend une tournure tout à fait inattendue. Au lieu de les laisser dans la maison comme la plupart auraient fait, il les fait monter dans leur voiture. Ensuite, il les emmène dans la montagne. Là, sous la menace de son arme, il les oblige à se mettre nus, puis les abandonne ainsi, sans jamais avoir usé de violence. Roberto disparaît à nouveau, sans même avoir volé quelque chose à ses victimes. Ces dernières parviennent ensuite à atteindre une route. Des gens finissent par les voir et à donner l'alerte. Nous voilà rendus le 18 octobre 1987, soit 5 mois après les disparitions de France et du jeune docteur. Pour l'instant, l'enquête est toujours au point mort et bien que les policiers peuvent regrouper en plusieurs affaires sous un même suspect, celui-ci reste un parfait inconnu en treillis. Dans la presse, le criminel se fait appeler l'homme au treillis ou le ravisseur de la pleine lune, puisque les journalistes auraient remarqué qu'il agissait en particulier ces nuits-là. Donc les nuits de pleine lune. Mais ce 18 octobre, un homme contacte les autorités puisqu'il vient de faire une découverte macabre. Le propriétaire d'une grange de la région d'Aix-les-Bains vient de découvrir dans son bâtiment un cadavre en décomposition avancée. Le cadavre était coincé entre un mur et un tonneau. Et après examen, il est clair que le corps est resté là pendant plusieurs mois. Il s'agit d'un homme âgé entre 25 et 30 ans et il a été tué par arme à feu à la tête. Alors malheureusement, le corps est en état de décomposition avancée, on ne peut pas l'identifier, mais les enquêteurs découvrent une pilule d'un médicament encore dans son emballage dans la poche du corps. Là, ils se souviennent qu'une plaquette de ce même médicament avec justement une pilule manquante avait été retrouvée dans le véhicule du docteur Michel Astoul. Et rapidement, l'examen dentaire du cadavre confirme les soupçons des policiers. Ils ont bien retrouvé le corps du docteur. Mieux, puisque la balistique prouve qu'il a été tué avec l'arme de service volée au policier assassiné, André Castillo. Le 24 octobre, soit une semaine après, nouvelle découverte macabre, mais dans la région d'Annecy cette fois. Le corps sans vie de Madame Claudine Duchaussal, 40 ans, est retrouvé dans les toilettes de sa résidence secondaire au bord du lac. Cette épouse d'un commerçant en meubles était venue passer sa journée dans cette maison afin d'y faire un petit peu de jardinage et d'après les premières constatations, son meurtrier l'a fait entrer dans la maison, il l'a déshabillée puis il l'a tuée d'une balle dans la tête. La pauvre femme a tenté de se protéger avec son bras car la balle a d'abord traversé le cubitus. Cela dit, il n'y a aucune trace de viol et rien n'a été volé dans la maison. Donc aucun mobile. Mais la balistique révèle que l'arme du policier assassiné est à nouveau celle du crime. Le 1er décembre, soit un peu plus d'un mois après, vers 3h20 du matin, à Carqueiranne, à l'est de Toulon, Brigitte, une jeune femme de 23 ans, est agressée. Roberto, masqué d'un bas noir, se jette sur elle pour l'étrangler. Elle se débat comme elle peut, Roberto sort un canif et lui coupe légèrement le cou. Et là, le sang semble soudain gêner Roberto. Et il s'arrête dans son geste et Brigitte en profite pour lui parler. Il se calme, il discute avec elle sans l'insulter ou la menacer. Mais il lui attache les mains dans le dos avec un fil de nylon blanc. Il la met sur le ventre et il la viole avec ses doigts. Ensuite, il la pousse dans le jardin, mais le verrou de la porte lui reste dans les mains. Profitant de la surprise de son agresseur, Brigitte court s'enfermer chez elle et elle prévient ses parents. Et lorsque les policiers arrivent sur place, elle décrit son agresseur et elle dit que c'est un jeune homme aux yeux clairs et à l'accent méditerranéen. Le 11 décembre, soit quelques jours plus tard, à 18h30, un employé d'une grande surface roule sur une petite route du Luberon. C'est pas très loin de Manosque. Il roule et là, il tombe sur un gros tas de cailloux qui lui barre la route. Il freine brusquement pour éviter le tas de cailloux et là, un homme en treillis surgit du bas-côté et il se met à lui tirer dessus avec un fusil. Le conducteur fait rapidement marche arrière et il parvient à s'enfuir. Le conducteur n'est pas blessé, mais le pare-brise, une vitre et la carrosserie sont touchés de 6 balles. Il se précipite à la gendarmerie, des enquêteurs se rendent sur place et ils retrouvent sur la route 6 douilles de 30-30, un calibre de chasse. Puis un peu plus loin dans les bois, une voiture abandonnée. Elle avait été volée 4 jours plus tôt près d'Aix-en-Provence par un homme qui avait tiré sur son propriétaire avec un pistolet à grenaille. Le 3 janvier 1988, au soir, à Giens, Roberto, masqué et ganté, s'introduit dans une habitation. Il agresse une femme dans la salle de bain en la menaçant de son arme. Il maîtrise le mari et le ligote sur le sol. Ensuite, il attache la femme sur le lit et il la viole. Une fois sa pulsion passée, il va tranquillement prendre une douche, il se serre dans le frigidaire, puis il repart par la fenêtre.
Le 26 janvier, soit 3 semaines plus tard, il est 4 heures du matin dans la boîte de nuit L'Or Bleu de la Seine-sur-Mer dans le Var. Roberto entre dans l'établissement en compagnie de 2 jeunes femmes. Au bar, avec des amis, il y a un homme du coin nommé Jacques Volpe, surnommé Jackie, et il est déjà sur place depuis un moment. Roberto et ses 2 amis passent à côté d'eux et là, Jackie les interpelle et il commence à draguer les jeunes femmes. Roberto s'énerve rapidement, il devient très agressif et il menace même Jackie de mort. Jackie tente de le ramener à la raison, lui disant que la situation n'est pas grave au point de créer un tel conflit, mais rien ne peut calmer la colère de Roberto. Face à tant de violence, Jackie, qui se sent, on va dire, d'une certaine façon au pied du mur, se défend en écrasant sa cigarette sur l'œil de Roberto. Furieux, fou de rage, Roberto sort de la boîte de nuit en courant. Alcoolisé et passablement énervé, lui aussi, Jackie le poursuit. Roberto se jette sur le siège passager de sa voiture, il prend l'arme qui s'y trouve, tire sur Jackie. Puis Roberto s'enfuit, sans prendre avec lui les 2 jeunes filles qui quittent à ce moment-là l'établissement. Touché à la moelle épinière, Jackie survit à ses blessures, mais il restera paralysé des jambes. Quelques heures plus tard, des policiers se rendent sur place puisqu'ils ont été appelés entre-temps et Jackie est emmené par une ambulance. Dans la boîte de nuit, certains témoins ont reconnu les 2 jeunes femmes comme étant des hôtesses du bar L'Enfer. C'est un bar qui est situé dans un quartier chaud de la ville de Toulon. Les enquêteurs s'y rendent et ils découvrent qu'il s'agit de 2 sœurs qui logent dans la chambre 7 dans un petit hôtel non loin. 3 policiers s'y rendent, 2 d'entre eux entrent dans le bâtiment, ce sont les inspecteurs Michel Morandin et Claude Ayazi. Le 3e reste dans la voiture pour faire le game. Dans la chambre, les policiers trouvent l'une des 2 jeunes filles. Donc là, Michel l'interroge et au bout d'une dizaine de minutes, Claude, qui est resté près de la porte ouverte de la chambre, sent une présence dans son dos. Il se tourne et il découvre un jeune homme qui les regarde. Vous l'aurez compris, le jeune homme en question n'est autre que Roberto Succo. Après s'être sauvé de la boîte de nuit, il a un petit peu traîné, puis persuadé qu'il ne se fera jamais rattraper par la justice, il a décidé de rendre visite à ses amis à l'hôtel, puisqu'il les avait abandonnés la veille dans la boîte de nuit, enfin la veille plutôt au milieu de la nuit. Et lorsqu'il arrive et qu'il voit les policiers, il a l'impression qu'ils sont là pour les menacer. Est-ce que Roberto s'est rendu à l'hôtel pour menacer les jeunes filles afin qu'elles ne parlent pas à la police de l'incident avec Jackie ? Ou est-ce qu'ils squattaient leur chambre d'hôtel depuis quelques jours? Écoutez, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr en revanche, c'est que lorsque le jeune homme arrive devant la porte de la chambre, elle est ouverte et il découvre un homme qui lui barre le passage. Donc le policier. Là, lorsque Claude voit Roberto, il lui dit « Vous désirez, monsieur ?» puisqu'il ne sait pas à qui il a affaire. Roberto lui sourit, il hésite un instant. Il ne sait pas qui est cet homme. Est-ce qu'il doit partir ou est-ce qu'il doit demander à entrer dans la chambre? Soudain, Claude, certainement pris d'impatience, finit par lui dire « C'est la police ». Immédiatement, Roberto met sa main à sa ceinture et il en sort une arme à feu. Par réflexe, Claude se jette sur lui et il le ceinture pour l'empêcher de tirer. Mais Roberto, c'est un sportif, il est assez fort, il parvient à repousser le policier. Claude recule, il se prend les pieds dans les valises des jeunes femmes qui étaient restées dans l'entrée. Et pendant qu'il tombe à la renverse, Roberto tire une première fois et il touche Claude au niveau de la rate. Le collègue de Claude, Michel, hurle, Claude tente de rouler sur le sol jusqu'à une fenêtre. Roberto tire à nouveau et la balle traverse l'épaule du policier au sol. Claude perd aussitôt connaissance. Roberto sort de la chambre en courant pour s'enfuir. Michel, qui a été touché à la jambe, décide malgré tout de le poursuivre, mais sa blessure le handicape et il tombe dans les escaliers. Roberto en profite, il fait demi-tour, il attrape l'arme de service de Michel et il abat le policier d'une balle dans la tête, sans aucune hésitation. Roberto sort de l'hôtel en courant et Claude, qui a repris connaissance entre-temps, se penche à la fenêtre et il le voit. Il vise Roberto et il tire 3 fois en essayant d'éviter le dos. Alors apparemment, il ne faut pas viser le dos pour des raisons juridiques, puisque s'il tire dans le dos d'un suspect, ça pourrait lui valoir la prison. Mais je vous dis ça, je n'en sais pas plus. Toujours est-il que Claude manque Roberto et il voit le jeune homme disparaître dans les ruelles de la ville. Claude, qui vient d'user de ses dernières forces, tombe dans le coma et il n'apprendra la mort de son collègue que 10 jours plus tard. On poursuit l'enquête et ça va devenir de plus en plus compliqué pour Roberto Succo. On est proche de la fin de son ascension et on va enfin découvrir comment tout ça s'est produit. 27 janvier 1988. Cette fois, les services de police sont en émoi. Ils savent déjà que cette affaire n'a rien à voir avec le milieu mafieux toulonnais, car ce n'est pas le genre de la pègre de s'en prendre directement à la police. C'est donc l'œuvre d'un homme complètement imprévisible. Ce tueur fou qui rôde dans le secteur de Toulon depuis près d'1 an vient de tuer un policier et d'en mettre un autre dans le coma. Il est donc capable de tout. Et en ajoutant le meurtre du policier André Castillo, il est étiqueté maintenant comme tueur de flics. Autant dire que les agents de Toulon sont fous de rage. Pour éviter les bavures, l'affaire leur est retirée et confiée à leurs collègues de Marseille. Ces derniers se mettent rapidement au travail. Les 2 hôtesses sont interrogées. Elles disent avoir rencontré l'homme que les policiers recherchent 2 jours plus tôt.
et qui leur a dit s'appeler André. L'une d'elles a été chez lui afin d'y passer la nuit. Elle fournit l'adresse de l'appartement. 42 Nicolas Logier, tout près du bar L'Enfer où les jeunes femmes travaillent. Les policiers s'y rendent immédiatement. Manque de chance, ils découvrent que l'endroit est loué par l'intermédiaire d'une commerçante et que le loyer est payé uniquement en liquide. Il n'y a donc aucune indication de l'identité de leur assassin. Les policiers pénètrent dans l'appartement. Le sol est recouvert d'un bordel sans nom. Des vêtements sont suspendus au plafond, au milieu d'une accumulation de toutes sortes d'objets. L'endroit est minutieusement fouillé. Les policiers retrouvent des objets volés dans les cambriolages d'Annecy, ainsi que des armes et des faux papiers. Sur ces derniers, les enquêteurs trouvent 4 photos différentes couleurs de cheveux ou différentes pilosités faciales. Leur homme déguise son identité et attache ces photos sur des cartes d'identité volées à des personnes d'à peu près son âge. Les photos sont diffusées dans toute la France, dans les gares, les aéroports, les rues, les bâtiments officiels. Le visage de ce nouvel ennemi public numéro 1 est partout. L'affaire fait les gros titres et sur un journal, on peut lire André, le tueur fou. Le 28 janvier 1988, Roberto est loin de se douter que son visage est maintenant diffusé à travers la France. En fait, il a déjà quitté le pays. Roberto réapparaît à Rolle, sur les bords du lac Léman, en Suisse. Il braque une station-service avant de s'enfuir en voiture. Plus tard, il s'arrête sur le bord d'une route afin de changer ses plaques d'immatriculation, comme il avait pris l'habitude de le faire afin de rendre sa traque encore plus difficile. À cet instant, pendant qu'il est en train de faire ce changement, une patrouille de police suisse remonte la route. Ils aperçoivent cette voiture arrêtée sur le bord de la route et commencent à ralentir pour voir ce qui se passait. Dès que le conducteur les voit, il prend la fuite et abandonne son véhicule. Trouvant la scène curieuse, les policiers décident de s'arrêter et de fouiller la voiture. Dans le coffre, ils retrouvent des outils, des cagoules, des vêtements militaires, un revolver 357 Magnum, un 22 long rifle, un fusil à pompe et surtout un revolver Manurin, celui utilisé par les policiers français. Quelques heures plus tard, Roberto arrive à Lutry, toujours sur les bords du lac Léman, côté suisse. À midi, Françoise, une femme du coin venue faire quelques courses en ville, sort de la pharmacie et Roberto l'interpelle. Elle témoigne les choses suivantes. « J'ai pensé que c'était quelqu'un que je connaissais. Mais ce n'était pas le cas. Il a ouvert son veston et il m'a montré son arme en disant « Je ne vais pas vous faire de mal, mais j'aimerais que vous m'ameniez à Yverdon. » L'arme braquée sur elle, Françoise ne discute pas. Quelques instants plus tard, lorsqu'elle démarre la voiture, Roberto l'embrasse. Il l'embrasse sur la joue. Comme il était soulagé, il voulait lui dire merci, à sa manière. Peut-être touché par ce geste, Françoise lui conseillera plutôt de se rendre à Berne, en passant par les petites routes. Françoise s'explique. J'avais l'impression qu'il serait plus tranquille, car il était très aux aguets. Il regarde toujours autour de lui s'il y avait des voitures de police qui nous suivaient. Il pensait que toutes les polices le recherchaient. Comme elle ne voit aucune patrouille, Françoise pense que l'homme qui la menace exagère. Mais elle est assez intelligente pour savoir qu'il peut être quand même dangereux. Elle prend donc sur elle et fait très attention à rester calme, à ne pas l'énerver ou lui transmettre sa peur. Roberto discute avec elle. Il montre son arme. « Regardez, avec ça, je peux tuer. » Elle répond « Ah oui, moi je n'y connais rien dans les armes. » Françoise dira plus tard que c'était incongru. C'était une discussion qui avait l'air normale, alors que rien n'était normal. Cette comédie dure plus d'1 heure, mais Françoise tient le coup. Roberto l'observe et lui dit la phrase suivante. « Eh bien, vous en avez du sang-froid, parce que vous m'avez suivi, vous conduisez, ça a l'air de bien se passer. » Françoise raconte. « J'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de très jeune, qui peut-être avait fait des bêtises, mais qui n'était pas tout à fait conscient de ce qu'il faisait. » Le temps passe et Roberto se détend et s'épanche. Il paraît déprimé et dit à Françoise « Je ne suis rien, je suis un mort. Je ne suis pas un être vivant. Ma vie ne vaut rien. Il ne faut absolument pas devenir comme moi. » Voici ce que Roberto va dire. La confiance s'est installée entre les deux passagers de la voiture. Lorsque soudain surgissent des voitures de police, Françoise comprend alors avec effroi que l'homme à côté d'elle disait la vérité depuis le début. C'était bien un tueur. Derrière eux, une voiture les suit. Devant eux, un barrage de police leur bloque la route. Roberto met son arme sur la tempe de Françoise. Soudain, il s'est changé en bête furieuse. Très agité, il hurle qu'il va la tuer si on ne le laisse pas passer et si on ne lui donne pas des armes. Connaissant la dangerosité de Roberto et ne voulant pas mettre la vie de Françoise en danger,
Un policier lui donne son arme. La voiture passe le barrage et repart. Une horde de véhicules de police les poursuivent. Roberto leur tire dessus à travers la lunette arrière. Au volant, Françoise se dit qu'elle va mourir si elle reste dans cette voiture. Elle accélère pour lui donner l'illusion qu'elle se range de son côté. Elle lui demande comment ça se passe et si les voitures de police sont toujours derrière eux. Soudain, elle entrevoit une solution. Alors qu'elle dépasse un bus, elle accélère encore et ouvre sa portière et se laisse tomber à l'extérieur. Par miracle, Françoise s'en sort indemne. La voiture fonce dans un fossé et Roberto parvient une nouvelle fois à s'échapper. 4 jours après cette course-poursuite, la police retrouve la trace de leur fuyard. Comme le lui avait suggéré Françoise, Roberto s'est rendu à Berne. La police suisse se déploie autour de la ville. Il le retrouve à la gare de marchandises. Un échange de coups de feu a lieu, mais Roberto parvient encore une fois à s'enfuir. Le 1er février 1988, à 19 h, Roberto parvient à prendre le bus et à se rendre à Lis, en banlieue de Berne. À 19 h, il entre dans un immeuble. Il sonne à la porte d'un appartement au rez-de-chaussée. Pensant que ce sont les amis qu'elle attend, Béatrice Hubert, une adolescente de 16 ans, ouvre la porte. Il la menace avec son arme et entre. Comme Béatrice se débat, Roberto s'énerve. Il lui arrache ses vêtements, la griffe et la gifle. Il arrache les fils de la chénifie et l'attache avec. Les amis de Béatrice arrivent à ce moment. Roberto les menace aussi de son arme. Il les force à se déshabiller et les attache. Il tente d'abuser d'une des amies de Béatrice, mais n'y parvient pas. Les liens aux pieds de la jeune fille étaient trop serrés. Il lui impose donc une fellation en lui braquant l'arme sur la tête. À un moment, il sort de la pièce où se trouvent les adolescents. Ces derniers se mettent à appeler à l'aide. Roberto revient et les menace de mort en anglais et en français. Il frappe Béatrice puis part prendre une douche. Ensuite, il se pose et vide le frigidaire en regardant la télévision. Finalement, il vole des vêtements du père de Béatrice puis s'enfuit par la fenêtre à l'arrière de l'appartement aux environs de 23 h 30. Le 2 février à minuit, terrorisés, les adolescents n'osent pas bouger avant minuit. Finalement, ils parviennent à se défaire de leurs liens et appellent la police. Béatrice a les dents de devant et le nez cassé. Son arcade sourcilière droite est fendue et elle a une côte cassée. À l'aube, les recherches font rage. La région du Berne est quadrillée et les frontières étroitement surveillées. Mais personne ne trouve des traces de l'homme qu'ils appellent encore André. Ils reçoivent des dizaines d'appels provenant de Genève, Bâle ou encore Zurich. Les obsèques du policier Michel Morandin sont célébrées dans la cour d'honneur de la préfecture de Toulon. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur. La police française est plus que jamais déterminée à retrouver l'assassin. Ils sont prévenus des événements de Suisse par Interpol. Ils font le rapprochement avec André, car un 4x4 immatriculé en Haute-Savoie a été retrouvé près de la station-service braquée. Le véhicule correspond à la description des hôtesses de Toulon. Les policiers français envoient alors des photos et tous les autres éléments de l'affaire à Interpol. Ils les diffusent en Suisse et en Italie. Françoise reconnaîtra l'homme sur les photos. De plus, l'arme retrouvée dans le véhicule sera identifiée comme celle volée en avril 1987 au policier Castillo après son meurtre. Le 3 février, une grande réunion a lieu entre policiers et gendarmes. Les crimes et délits commis entre Annecy et Toulon sont reliés au meurtre de Michel Morandin. En vérifiant des chéquiers volés par André, ils s'aperçoivent que certains ont été émis par Corinne, la fille de la propriétaire de l'appartement de Roberto à Toulon. La jeune fille est interrogée. Elle dira qu'il lui a dit s'appeler Kurt. Dans leur fichier, les policiers retrouvent un certain Bruno Kurt. C'est un ancien légionnaire qui a déserté et que les services de police connaissaient déjà. Les policiers savent qu'il est courant pour les légionnaires de changer d'identité. Ils se rendent donc au siège de la Légion afin d'obtenir la véritable identité de Bruno Kurt. Il s'appelle en réalité Andreas Kolb. Pour les policiers, tout s'accorde. La Légion explique le treillis et le changement de nom. Il lance un mandat d'arrêt international. L'homme est retrouvé à Zurich par la brigade criminelle suisse. Mais là, c'est la catastrophe. Malgré un profil concordant, les empreintes ne matchent pas. De plus, confronté aux témoins, personne ne le reconnaît comme étant André ou Kurt. En réalité, André est parvenu jusqu'à Lucerne en stop. De là, il a pris un train pour Brigue. Il passe la frontière italienne à pied, puis prend un train jusqu'à Venise où il est né. 2 jours plus tard, une jeune fille de 16 ans, au physique d'adulte, Sabrina, se rend dans un commissariat d'Aix-les-Bains. Elle leur dit qu'elle connaît très bien l'homme de la photo. C'est son petit ami. Pour elle, il s'appelle Kurt.
Elle l'a rencontré à Toulon à la fin du mois d'août 1986, alors qu'elle n'avait que 14 ans à ce moment-là. Il lui a dit être un Anglais de 19 ans. Elle explique qu'il s'est toujours montré gentil et timide avec elle. Il l'emmenait au café, au restaurant, au cinéma, au musée. Il ne buvait pas, ne fumait pas et ne se droguait pas. Comme elle l'avait vu dans plusieurs voitures différentes, il lui avait dit qu'il adorait les voitures, mais aussi qu'il était un espion pour le gouvernement italien. Un jour, il se serait énervé en italien devant elle. Elle lui pose des questions et là, il avoue être un Italien. Il dit s'être enfui de son pays après avoir tué ses parents à cause d'une dispute. Il lui dit même que son père était policier à Mestre. Lorsque Sabrina lui conseille de se rendre, il répond qu'il refuse de retourner dans une prison psychiatrique. Finalement, il démentit toute cette histoire et s'invente une multitude de métiers. À partir du printemps 1987, il devient étrange. Il porte toujours une arme sur lui, ce qui effraie la jeune fille. Il l'emmène dans des granges pour s'exercer au tir. Il devient plus violent et s'amuse parfois à l'étrangler. Une fois, il la ligote, mais la détache lorsqu'elle se met à pleurer. Sabrina dira aux policiers qu'ils ont rompu seulement quelques semaines auparavant, en novembre 1987. Il lui avait dit aussi qu'il squattait parfois des résidences secondaires au bord du lac. La jeune fille reconnaîtra certaines des maisons, dont une qui est juste à côté de celle d'un meurtre. Bien qu'elle avait peur de lui, Sabrina ne croyait qu'à moitié les histoires de Kurt, jusqu'à ce qu'elle voie les avis de recherche et comprenne qu'elle sortait avec un tueur depuis 2 ans. Plus qu'heureux devant cette foule d'informations, les policiers interrogent Sabrine à propos de France qui est toujours portée disparue. Celle-ci répond que son petit ami a un jour parlé d'une belle femme brune qu'il avait connue vers Annecy, mais elle ne sait plus qui c'est. Elle ne connaît pas non plus l'appartement de Toulon. Même s'ils n'ont pas de preuves des dires de Sabrina, les policiers français décident tout de même d'envoyer ces nouveaux éléments à la police italienne. Rapidement, les Italiens trouvent un profil correspondant, un jeune homme né à Mestre en 1962, qui a été condamné à 10 ans d'hôpital psychiatrique après le meurtre de ses parents, avant de s'échapper. Ils ont perdu sa trace depuis justement 2 ans. Il s'appelle Roberto Succo. 10 février 1988. La police française reçoit l'information. Un nouveau mandat d'arrêt international est lancé. 18 jours plus tard, Roberto Succo se fait surprendre par une dizaine de policiers. Le jeune homme court jusqu'à sa voiture, mais les policiers l'interceptent avant qu'il ne puisse l'atteindre. Sur le tableau de bord, ils trouveront un Smith & Wesson 38 spécial appartenant au policier français Michel Morandin. Roberto se débat comme un diable. Il hurle en français des propos incohérents. « Je ne suis pas Roberto Succo. Vous avez de la chance. Si j'avais eu mon arme sur moi, je vous aurais tous tués. Ne me faites pas de mal. Pour moi, c'est terminé. Ne me faites pas de mal. » Une fois conduit au poste, l'interrogatoire commence. Les policiers demandent sa profession à Roberto. Il répond « I am a killer. Je suis un tueur. » Le commissaire chargé de l'interrogatoire témoigne. C'était une bête sauvage, blessée dans son orgueil. Il avait un regard fixe, fascinant, vitreux et pénétrant. Des yeux qui vous regardent telle une mitraillette. Des yeux qui vous regardent et vous fixent comme si vous étiez sa proie. Pour le mettre en confiance, les policiers lui proposent à boire et à manger. Un interrogatoire informel commence. Le policier ne note rien. La conversation va durer des heures. Roberto va se confier énormément. On remarquera que Roberto agit souvent comme un enfant, en manque d'attention. Il saute sur la moindre occasion pour parler de lui. Certaines de ses victimes s'en sont sorties juste parce qu'elles ont eu la présence d'esprit de simplement lui parler. Il explique qu'après son évasion de l'hôpital psychiatrique, il a pris le train pour Toulon. Là-bas, il a travaillé au noir. Il a fait des petits boulots et a survécu avec quelques vols et cambriolages. Il se vante aussi d'avoir abusé de femmes et tué 6 personnes. Le commissaire raconte les choses suivantes. Il racontait tout ça comme s'il était un personnage exceptionnel. Il ne se rendait pas compte qu'il parlait de viol et d'assassinat. Il ne se rendait pas compte de la gravité des faits. Je crois qu'il racontait ça pour se vanter et pour dire « Tu vois qui je suis ? Tu vois ce que j'ai fait ?» Roberto raconte aussi qu'il a enlevé une jeune femme très belle avec qui il a vécu pendant plusieurs semaines. Il dit qu'elle a un jour tenté de s'enfuir. Alors il l'a poignardée et a jeté son corps dans la mer, près de Nice. Les policiers pensent qu'il pourrait s'agir de France. Encore aujourd'hui, le corps n'a jamais été retrouvé. France est à jamais resté porté disparu. Roberto raconte qu'il a tué le policier Robert Castillo parce que l'homme est venu lui demander ses papiers alors que Roberto dormait dans sa voiture. Parfois, le jeune homme raconte avec exaltation ses aventures et parfois il semble effondré. Le commissaire dira ensuite les choses suivantes. Il était comme un volcan en éruption, mais il avait de petits espaces de lucidité.
Dans ces moments, il arrivait à considérer qui il était et se faisait peur à lui-même. Cette conversation constituera les uniques aveux de Roberto. Le 29 février, le lendemain, juste devant le procureur, Roberto se rétracte. Il dit soudain qu'il s'appelle André, qu'il est français et qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Il parle très bien le français et il serait facile de croire qu'il est réellement français. Les policiers italiens diront même qu'il était impossible de deviner qu'il était en effet italien. Devant l'hôtel de police, il n'y a pas beaucoup de journalistes pour couvrir l'arrestation de Roberto. En effet, les médias italiens ne sont pas au courant des événements qui se sont produits en France et en Suisse. Pour eux, Roberto n'est que le garçon qui s'est échappé de l'asile après avoir tué ses parents. Ils le surnommaient encore le chérubin noir, ou si j'ai bien compris, le chérubin sombre par rapport à sa beauté, mais sa beauté obscure. À sa première apparition devant les journalistes, Roberto est souriant et plein d'assurance. Encore une fois, il est enchanté de l'attention qu'on lui donne. Il dit avec joie « Salut les gars ». Il va dire ça au reporter. Un des journalistes dira les choses suivantes. Il avait quelque chose de démoniaque, avec un certain charme, comme un pouvoir sur les gens. Un beau garçon très sûr de lui. On voyait un peu sa folie à travers tout ça. Mais il avait aussi un charme sombre. L'avocat qui l'avait représenté après le meurtre de ses parents décide de le défendre à nouveau. Il voit bien que Roberto n'est plus l'adolescent qu'il a connu. Il est plus froid, plus rigide. Son regard a changé. L'avocat conseille à Roberto de ne pas parler, car ils ne savent pas vraiment de quoi Roberto est accusé. Ici, nous sommes le 1er mars 1988. En attendant son procès, Roberto est incarcéré à la prison de Trévis, un établissement pour petits délinquants, mais il est tout de même à l'isolement, étant donné sa dangerosité. Ce jour-là, alors qu'il se promène dans la cour, Roberto fausse compagnie à ses gardiens. Il escalade le mur et va sur le toit. Les fusils des policiers sont braqués sur lui, pendant qu'il hurle des injures. Il les provoque en hurlant « Vas-y, tirez sur moi, tirez-moi dessus !» Pendant 1 heure, Roberto s'en prend aussi aux journalistes qui sont arrivés sur place. « Je vais vous tuer tous autant que vous êtes !» Roberto est en colère contre les juges de la France. Il hurle « Moi je n'ai tué personne !» Il se justifie « Dites à Sabrina qu'elle m'a trahi. Tu m'as trahi, tu es une putain !» Soudain, il se déshabille et se met en slip. Il crie « Si j'avais su, je ne serais pas revenu en Italie. Je ne peux pas rester en prison. Les oiseaux meurent en cage et je suis un oiseau. » Presque nu, il montre ses muscles. Puis il arrache des tuiles du toit et commence à les lancer sur les voitures stationnées sur le parking devant lui. Un journaliste dira les choses suivantes. Il y a eu une scène presque comique. Il a jeté une tuile sur la voiture d'un carabinier, qui l'a ensuite insulté en criant « Sale bâtard, tu m'as cassé ma voiture !» Roberto s'en moque, et il fait un signe de la main à l'hélicoptère qui passe juste au-dessus de lui. Les personnes présentes ont l'impression d'avoir affaire à un être extraordinaire. Il donne l'impression d'une grande vitalité, d'une grande force. Il dégage une énergie presque anormale. Un journaliste le décrira. C'était un animal qui cherchait sa liberté dans sa folie, et qui n'aurait jamais pu être emprisonné par des hommes, par des médecins ou des juges. On ne peut pas enfermer la folie. À un moment, Roberto se lasse et décide de redescendre. Il se rhabille, puis monte sur un fil qui relie 2 bâtiments, comme un équilibriste. Il fait 2 pas avant de perdre l'équilibre, mais il parvient à s'agripper au fil avec ses mains, puis à ses pieds. Il avance doucement vers une plaque en plexi, derrière laquelle des policiers l'attendent de pied ferme. Il y parvient presque lorsque soudain, il tombe. Une chute de 5 mètres qui le fait disparaître de la vue des journalistes. Roberto est transporté à l'hôpital, il est en vie et son état n'est pas jugé inquiétant. Il est tout de même luxé à l'épaule et cassé de 3 côtes. Dans l'après-midi, les médecins lui injectent une forte dose de calmant. Il est transféré à la prison de Livourne, à 500 km au sud. Le visage de Roberto est dans tous les médias. Les gens se passionnent pour ce jeune homme qu'ils trouvent beau et sympathique. Ils ne prennent plus en compte les crimes qu'il a commis. Évidemment, les policiers et les victimes de Succo ont très peu apprécié cette popularité. Après la conviction qu'ils n'obtiendront pas l'extradition de Roberto vers la France, les policiers français, à force d'insistance, obtiennent tout de même l'autorisation de l'interroger en prison. Roberto refuse de parler sans la présence de son avocat. Mais un policier français l'amadoue en lui demandant son aide. Il lui montre une photo de France. Roberto ne regarde pas, ni ne répond. Il dit juste « De toute façon, je ne serai jamais jugé en France. Je serai déclaré irresponsable. » De fait, la France aurait voulu l'inculper pour 5 meurtres. Plusieurs agressions, viols, enlèvements, hold-up, vol de voiture, braquage et cambriolage. En tout, 20 affaires bien plus graves que celles commises en Italie. Le 20 avril 1988,
L'Italie refuse l'extradition de Roberto et décide qu'il fera sa peine dans ce pays. Il ne sera jamais jugé ailleurs. Et malgré la colère des familles françaises et suisses, il ne sera jamais puni pour les crimes commis ailleurs qu'en Italie. Un mois plus tard, Roberto est à nouveau déclaré irresponsable par les psychiatres. Il est défini comme schizophrène paranoïde et extrêmement dangereux. Il souffrait d'hallucinations auditives et se croit persécuté. Il doit donc retourner en institut psychiatrique. Il retrouve celui de son adolescence. En France, c'est l'indignation. Le ministre de la Justice promet de contacter le gouvernement italien au sujet de ce dossier. Mais le ministre n'en aura jamais l'occasion. Dans la nuit du 23 mai, Roberto met fin à sa vie, en cellule. Il est retrouvé sur son lit, la tête enveloppée d'un sac en plastique dans lequel il avait ouvert des cartouches de gaz, des cartouches qu'il utilisait pour son petit réchaud. Quelques jours plus tard, Roberto est enterré dans le cimetière de Mestre. La famille a refusé qu'il repose avec ses parents, et personne n'est venu. Un ami de la famille dira « Quand j'ai appris sa mort, j'ai remercié Dieu parce qu'il se serait encore évadé. Il aurait continué à commettre des crimes parce qu'il était comme ça. Mais je l'aime bien ce garçon, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est devenu un monstre. » Aujourd'hui, il est impossible de trouver la tombe de Roberto à Mestre. Sa tombe a été détruite. Il n'existe plus aucune trace de Roberto sur cette terre. Le 19 juillet 1988, le juge italien clôt le dossier Roberto Succo. Son décès empêchait de poursuivre toute action contre lui. Il restera à jamais présumé innocent et les familles des victimes n'obtiendront jamais réparation. L'image de Roberto sur le toit de cette prison restera gravée dans la mémoire des gens. Une pièce de théâtre, un livre seront faits sur lui. Dans la pièce, il est décrit comme un héros mythique, incompris, ce qui est très dur à avaler pour les familles des victimes. Les gens ont fantasmé sur sa jeunesse, sa beauté et sa folie. Mais il n'était qu'un assassin qui se prenait pour un martyr. Dans une lettre, il écrira les choses suivantes. « Quand ils vous diront que je suis mort, n'ayez pas trop de chagrin. Je serai en train d'écouter le chant des oiseaux. » Roberto Succo ne supportait pas la frustration. Il n'avait aucune empathie et tirait froidement sur les personnes qui le gênaient, qui ne voulaient pas obéir ou qui résistaient. Il était intelligent, mais très perturbé au niveau affectif, ainsi que très agressif. Était-il vraiment responsable de ses actes ? Il est important de rappeler que, contrairement à une idée très répandue, les personnes atteintes de schizophrénie ne sont pas plus violentes que les personnes dites normales. À vrai dire, la violence schizophrénique s'exerce davantage sur les malades eux-mêmes. Si la maladie de Succo semble l'avoir empêché de ressentir de l'empathie et de ressentir de la culpabilité, elle n'est pas responsable de sa violence. Cette dernière est présente chez lui dès l'enfance, alors que la maladie n'apparaît généralement qu'à partir de la fin de l'adolescence. La question est donc de savoir, Roberto serait-il devenu un meurtrier même s'il n'avait pas développé cette maladie? C'est la question que je vous pose. Merci à toi Boucassine pour cette fin d'histoire. Et c'est ainsi que se termine l'affaire Roberto Succo. Et c'était un réel plaisir de partager ce moment avec toi Boucassine. Et comme je le disais au début, ce sera pas la dernière vidéo ensemble. Pas mal de surprises à l'avenir. En tout cas, vous l'avez compris, Boucassine et moi c'est pas juste un feed YouTube, c'est la fraternité des aides. C'est la gourmandise, la générosité et le partage. En tout cas, je suis très content de t'avoir eu avec nous aujourd'hui et je te laisse terminer avec quelques mots. Eh bien, quelle aventure, quelle histoire. Je me rappelle que l'affaire Roberto Succo, je l'avais vue quand j'étais très jeune dans Faites entrer l'accusé. Il y avait même eu un téléfilm. Ouais, il y avait eu un téléfilm, je crois, avec la sœur de Maïwenn, c'était pas Iseult ou Isilde Lebesco, quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus de son prénom. Mais elle avait joué le rôle de l'une des sœurs, vous savez, celle qui était tombée in love de Roberto Succo. D'ailleurs, l'acteur qui joue Roberto Succo, il a joué dans une série belge, là, un avion qui se perd dans le ciel, qui est super bien, j'attends la suite. Cette série, elle est incroyable. Là, je fais une digression de ouf, mais c'est parce que vraiment, vraiment, cette série, je l'ai bien appréciée et j'attends la suite et j'espère qu'il y aura une suite. Mais bref, hein, pour en revenir à cette affaire, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le gars fume ses parents, ensuite il peut aller crapahuter à l'université comme si de rien n'était. Au bout de quelques années à peine, c'est assez fou. Après, c'est comme ça, la justice, ce sont les hommes avec un grand H qui la rendent, donc forcément, elle ne peut pas être parfaite et rien n'est prévisible. Donc on peut avoir des loupés comme celui-ci. Et j'espère vraiment que cette affaire vous aura intéressé à défaut de vous avoir plu. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, ma foi, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Bye!